La pluie tombait plus fort qu'elle ne l'avait fait de toute la semaine, et je me souviens avoir pensé que c'était tout à fait approprié. 15 octobre 1999. Un vendredi soir qui aurait dû être calme, qui aurait dû être paisible. J'avais 46 ans, veuve depuis peu, essayant de comprendre comment vivre avec $850 par mois de la pension de mon défunt mari. La dernière chose à laquelle je m'attendais était de trouver un bébé sur mon porche. Mais il était là. Je m'étais levé pour vérifier la porte parce que je pensais avoir entendu des pleurs par-dessus la tempête. Au début, j'ai supposé que c'était un chat. Nous avions des chats errants dans le quartier. Quand j'ai ouvert cette lourde porte en bois, l'air froid d'octobre m'a frappé comme une gifle. Et là, niché dans un siège auto qui avait connu des jours meilleurs, se trouvait le plus petit être humain que j'ai jamais vu. Il ne pouvait pas avoir plus de quelques semaines. Son petit visage était plissé, rouge de pleurs, et il était enveloppé dans une couverture bleue qui semblait venir de l'hôpital. À côté du siège auto se trouvait un sac allongé et une enveloppe avec mon nom écrit dessus d'une écriture que j'ai immédiatement reconnue. Nani, ma fille. Mes mains tremblaient en ramassant cette enveloppe. Le bébé avait cessé de pleurer dès qu'il avait senti la chaleur de l'intérieur de la maison. Et ses yeux sombres, si semblables à ceux de Nani, me fixaient avec une confiance que je ne sentais pas mériter. La note était brève, écrite sur un morceau de papier arraché d'un cahier à spirale. Même maintenant, 24 ans plus tard, je peux la réciter mot pour mot. Maman, je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de vivre ma vie. Il s'appelle Marcus. Il y a $200 dans le sac. N'essaie pas de me trouver. Nani. $200. C'est ce qu'elle pensait que coûterait l'éducation de son fils. Je suis resté là, dans l'embrasure de ma porte, la pluie trempant mes pantoufles, tenant cette note pendant que ce magnifique petit garçon me regardait avec des yeux qui semblaient dire « S'il te plaît, ne m'abandonne pas, toi aussi ». Le poids de ce moment était écrasant. J'avais à peine compris comment prendre soin de moi après la mort de Robert. Mon petit appartement était à l'étroit. Mon budget était tendu à la rupture. J'étais en deuil, épuisé, et maintenant on me demandait de prendre la responsabilité d'élever un enfant à un âge où la plupart des femmes de mon âge pensaient à des petits-enfants qui venaient en visite le week-end. Mais en regardant Marcus, c'est comme ça qu'elle l'avait appelé. Au moins, elle lui avait donné ça. J'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Il ressemblait exactement à Nani bébé. Les mêmes cheveux noirs, le même petit menton têtu, la même façon de regarder le monde comme s'il essayait de savoir s'il était en sécurité. Nani avait 17 ans quand elle a quitté la maison. Non pas parce que je l'ai mise à la porte, non pas parce que nous avons eu une terrible dispute, mais parce qu'elle a dit que je l'étouffais. Elle voulait la liberté, l'aventure, une vie plus grande que ce que notre petite ville pouvait offrir. Je comprenais ce désir, même si cela me faisait mal de la voir partir. Mais au cours des 6 années qui ont suivi son départ, notre relation n'était devenue rien de plus que des appels téléphoniques occasionnels où elle demandait de l'argent et j'envoyais ce que je pouvais, même quand je ne pouvais pas vraiment me le permettre. Elle avait mentionné être enceinte lors d'un de ces appels, il y a peut-être 8 ou 9 mois. Elle avait l'air excitée, parlant alors du père du bébé, un homme nommé Cédric, qu'elle disait différent des autres. Je lui avais demandé si elle voulait que je vienne à la naissance du bébé, si elle avait besoin d'aide. Elle avait ri et dit qu'elle avait tout sous contrôle. Apparemment, avoir tout sous contrôle signifiait abandonner son fils nouveau-né sur mon seuil au milieu d'une tempête de pluie. J'ai fait entrer Marcus, avec son siège auto et tout, et j'ai fermé la porte contre la tempête. Mon petit salon me parut soudain encore plus petit avec cette nouvelle présence. Le bébé était calme maintenant, regardant simplement autour de lui avec ses yeux alertes, observant son nouvel environnement. J'ai posé le siège auto sur ma table basse et je me suis assise sur mon vieux canapé à fleurs, le fixant. Que étais-je censé faire? J'avais 46 ans, je vivais d'une pension qui couvrait à peine mes $520 de loyer et les services de base. Je n'avais aucune expérience avec les bébés. Nani avait été une adolescente difficile, mais j'avais oublié la plupart de ce que je savais sur les soins aux nourrissons. Je n'avais pas de berceau, pas de lait maternisé, je n'avais rien de ce dont un bébé a besoin. Mais en regardant Marcus, en voyant à quel point il se reposait paisiblement maintenant qu'il était au chaud et au sec, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la mort de Robert. Un but. Cette petite personne avait besoin de moi. Non pas parce que c'était pratique ou parce qu'il n'y avait personne d'autre, mais parce que sa mère m'avait choisi, même dans son égoïsme, même dans son irresponsabilité,
Nani avait su que je prendrais soin de lui. Les 200$ qu'elle avait laissés étaient sur ma table de cuisine avec une boîte de lait maternisé à moitié vide et peut-être 6 couches. Ça ne durerait pas la semaine. Mais en regardant Marcus dormir dans ce siège auto, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec une confiance parfaite, j'ai réalisé qu'aucune des préoccupations pratiques n'avait d'importance. Je ne pouvais pas le laisser aller dans le système. Je ne pouvais pas le laisser se demander pourquoi personne n'avait voulu de lui. Je ne pouvais pas le laisser grandir en se sentant abandonné comme Nani le faisait clairement, malgré tous mes efforts pour lui montrer qu'elle était aimée. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je vérifiais Marcus toutes les heures, terrifié à l'idée que quelque chose lui arrive sous ma garde. Je lui avais fait un lit de fortune dans le tiroir du bas de ma commode, tapissé de serviettes douces et de cette couverture bleue de l'hôpital. Chaque fois qu'il bougeait, mon cœur s'emballait. Quand il pleurait, je le prenais dans mes bras et je faisais le tour de mon petit appartement en fredonnant des chansons dont je me souvenais à moitié de l'époque où Nani était petite. Le matin, j'avais pris ma décision. J'élèverais Marcus moi-même. Je lui donnerais l'amour et la stabilité que Nani avait rejeté, la sécurité qu'elle n'avait jamais semblé vouloir. Je m'assurerais qu'il sache qu'il était désiré, même si sa mère avait clairement montré qu'il ne l'était pas. J'ai appelé pour dire que j'étais malade à mon travail à temps partiel à l'épicerie. Je ne pouvais pas le laisser seul, et je ne pouvais pas me permettre une babysitter. Au lieu de cela, je l'ai emmitouflé et j'ai marché jusqu'à la pharmacie à 6 pâtés de maison, utilisant une partie des 200$ de Nani pour acheter plus de lait maternisé et de couches. La femme à la caisse lui a souri et a demandé quel âge il avait. 3 semaines, ai-je dit, me surprenant de la naturalité avec laquelle le mensonge est venu. C'est mon petit-fils. C'était la première fois que je le disais à voix haute, et cela me semblait juste. Plus juste que tout ce que j'avais ressenti depuis des mois. Au cours des jours suivants, j'ai développé une routine. Marcus se réveillait toutes les 3 heures comme une horloge. Je le nourrissais, le changeais, le promenais dans l'appartement jusqu'à ce qu'il se rendorme. Pendant ses siestes, j'essayais de rattraper mon propre repos ou de trouver comment étirer mon budget pour accueillir une autre bouche à nourrir. J'ai appelé les services sociaux, non pas pour l'abandonner, mais pour comprendre ce que je devais faire légalement. L'assistante sociale, une femme fatiguée nommée Hélène, a expliqué que sans documentation appropriée de Nani, je ne pouvais pas officiellement adopter Marcus. Mais elle a également dit qu'en tant que sa grand-mère, je pouvais demander la tutelle, surtout étant donné que sa mère l'avait abandonné. A-t-elle l'intention de revenir, a demandé Hélène lors de sa visite à mon appartement. Je lui ai montré la note. Hélène l'a lue 2 fois, secouant la tête. Ce n'est pas rare, a-t-elle dit doucement. Des jeunes mères qui ne sont pas prêtes à assumer cette responsabilité. La bonne nouvelle, c'est que vous semblez plus que capable de prendre soin de lui. Nous devrons faire quelques papiers, quelques visites à domicile, mais je ne vois aucune raison pour laquelle vous ne pourriez pas devenir sa tutrice légale. Tutrice légale. Pas sa mère, pas son parent adoptif, mais sa tutrice. Cela semblait temporaire, comme si Nani pouvait revenir un jour et le réclamer. Mais j'ai repoussé cette pensée. Nani avait fait son choix. Maintenant, je faisais le mien. Le plus difficile n'était pas les nuits blanches ou les difficultés financières. Le plus difficile était le silence de Nani. Pas d'appel pour vérifier si je l'avais trouvé. Pas de message pour demander s'il allait bien. Rien. C'était comme si elle nous avait effacés, Marcus et moi, complètement de sa vie. 3 semaines après qu'elle l'ait laissé sur mon seuil, je donnais un biberon à Marcus quand le téléphone a sonné. Mon cœur a bondi. C'était peut-être Nani. Peut-être avait-elle réalisé son erreur. Mais ce n'était qu'un démarcheur téléphonique essayant de me vendre une assurance vie. En raccrochant le téléphone, Marcus m'a regardé avec ses yeux sombres et sérieux, et j'ai réalisé quelque chose qui façonnerait chaque décision que je prendrais au cours des 24 prochaines années. Ce n'était pas temporaire. Ce n'était pas un arrangement de babysitting prolongé jusqu'à ce que Nani se ressaisisse. C'était permanent. Marcus était à moi maintenant, aussi sûrement que si je l'avais mis au monde moi-même. Et je le protégerais pour qu'il ne se sente plus jamais indésirable, peu importe ce que cela me coûterait. Les années se sont estompées dans un brouillard d'horaires de repas, de changements de couches et de nuits blanches qui se sont transformées en années blanches. Au moment où Marcus marchait, à 13 mois, plutôt que la plupart des bébés, je m'étais habitué à vivre avec 3 heures de sommeil et à survivre grâce au café instantané et à la détermination. L'argent était toujours un problème.
Ma pension de $850 devait tout couvrir. Loyer, services publics, nourriture pour 2, couches, les materniser, et finalement vêtements. Alors que Marcus grandissait plus vite que je ne pouvais acheter des remplacements, j'ai appris à faire les magasins d'occasion, à découper des coupons comme si ma vie en dépendait, à préparer des repas avec ce qui était en solde à l'épicerie où je travaillais encore 20 heures par semaine. Marcus était un bébé facile à bien des égards. Il pleurait rarement sans raison, dormait toute la nuit à 6 mois, et avait cette façon de me regarder qui valait tous les sacrifices. Mais facile ou non, élever un enfant seul à la fin de la quarantaine tout en vivant d'un revenu fixe était épuisant d'une manière que je n'avais pas imaginée. Je me souviens de la première fois où il est tombé malade, une fièvre qui a grimpé à 39 degrés Celsius quand il avait 8 mois. Je n'avais pas de voiture, je ne pouvais pas me permettre le taxi pour les urgences, alors je l'ai enveloppé dans des couvertures et j'ai marché 16 pâtés de maison jusqu'à l'hôpital à 2 heures du matin. Il s'est bien remis, juste un virus. Mais je n'oublierai jamais à quel point je me sentais impuissant en le portant à travers ces rues vides, priant pour que je fasse ce qu'il fallait. Pour son 2e anniversaire, j'avais transformé mon petit salon en ce qui ressemblait plus à une chambre d'enfant qu'à un espace pour adultes. Les jouets couvraient toutes les surfaces. Les livres pour enfants remplissaient les étagères où se trouvaient autrefois mes romans d'amour, et la table basse avait un rembourrage en mousse sur tous les coins. Ma vie s'était complètement réorganisée autour de ce petit garçon qui m'appelait Gamma parce qu'il n'arrivait pas encore à dire un grand mât. C'est à ce moment-là que Nanny a appelé pour la première fois depuis qu'elle l'avait quitté. Je donnais à déjeuner à Marcus, de la banane écrasée et des craquelins qu'il étalait avec enthousiasme sur le plateau de sa chaise haute, quand le téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre car les numéros inconnus signifiaient généralement des agents de recouvrement ou des télévendeurs, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Maman. La voix était plus âgée, différente d'une certaine manière, mais indubitablement celle de Nanny. Mon cœur s'est arrêté. Nanny. J'ai regardé Marcus, qui me regardait avec des yeux curieux, de la banane étalée sur la joue. Où es-tu? Je suis en Californie, à Los Angeles. Je vais très bien, maman. Je suis dans un groupe maintenant, et on est sur le point de signer avec une maison de disques. 2 ans. Elle était partie depuis 2 ans, et elle appelait pour me parler de son groupe. Veux-tu savoir comment va ton fils? Les mots sont sortis plus brusquement que je ne l'avais prévu. Il y a eu une pause. Comment va-t-il? Il s'appelle Marcus. Il a 2 ans. Il est intelligent et drôle, et il m'appelle Gamma parce qu'il ne sait pas qu'il a une mère qui l'a abandonné. Maman, ne sois pas comme ça. Je savais qu'il irait bien avec toi. Tu es si douée avec les enfants. J'étais si doué avec les enfants. Comme si élever son petit-fils n'était qu'un de mes talents naturels, comme faire des tartes ou me souvenir des anniversaires. Que veux-tu, Nanny? J'espérais. Je veux dire, les choses sont un peu difficiles en ce moment. Le groupe est entre 2 concerts et j'ai du mal à payer mon loyer. Pourrais-tu peut-être m'envoyer quelques centaines, juste jusqu'à ce qu'on se remette sur pied? J'ai regardé Marcus, qui avait fini son déjeuner et tendait vers moi des mains collantes. $200, la même somme qu'elle avait laissée avec lui quand elle l'avait abandonné. Non. Quoi? J'ai dit non. J'élève ton fils avec $850 par mois, Nanny. Je n'ai pas d'argent à t'envoyer pour que tu puisses poursuivre tes rêves en Californie. Elle est restée silencieuse un long moment. Quand elle a repris la parole, sa voix avait cette pointe que je me rappelais de son adolescence. D'accord, je comprends. Tu me punis de l'avoir quitté. Je ne te punis pas. Je le protège, lui, et moi-même. Peu importe, maman. Je pensais que tu voudrais aider ta fille, mais je suppose que je me suis trompé. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assise, tenant le téléphone, regardant Marcus essayer de sortir de sa chaise haute, et j'ai réalisé que je n'étais pas triste. J'étais en colère. En colère qu'elle ait pensé pouvoir m'appeler après 2 ans et demander de l'argent sans même demander quels étaient les premiers mots de son fils, ses premiers pas, son livre préféré, ou le fait qu'il avait son sourire et son caractère têtu. Marcus m'a regardé et a dit, Gamma, oh, avec les bras tendus vers moi. Je l'ai sorti de la chaise et je l'ai serré contre moi, respirant cette douce odeur de bébé qui commençait déjà à s'estomper alors qu'il devenait un tout petit. Les appels ont continué sporadiquement au fil des ans. Parfois, 6 mois s'écoulaient, parfois 1 an, mais Nanny refaisait toujours surface quand elle avait besoin d'argent. Le groupe à Los Angeles s'est séparé.
Elle a déménagé à Portland avec un petit ami qui s'est avéré être marié. Elle a réessayé l'université, mais a abandonné après un semestre. Elle a travaillé comme serveuse, réceptionniste, promeneuse de chiens. Chaque appel téléphonique apportait une nouvelle histoire, une nouvelle crise, une nouvelle raison pour laquelle elle avait besoin d'aide financière. Et chaque fois, j'ai dit non. Au moment où Marcus avait 5 ans et commençait la maternelle, j'avais appris à redouter les appels téléphoniques. Non pas parce que Nanny me manquait, bien qu'une partie de moi le ressentait, mais parce qu'il perturbait l'équilibre prudent que Marcus et moi avions créé. Après chaque appel, il posait des questions auxquelles je ne savais pas répondre. Gamma, qui était-ce au téléphone? Juste quelqu'un que je connaissais. Ma chérie, pourquoi avais-tu l'air triste après? Comment expliquer à un enfant de 5 ans que sa mère appelle pour demander de l'argent, mais ne demande jamais de ses nouvelles? Comment dire à un enfant que la femme qui lui a donné naissance n'a jamais demandé une seule fois à lui parler, n'a jamais envoyé de carte d'anniversaire, ne s'est jamais demandé s'il était heureux, en bonne santé ou en sécurité? J'ai choisi de ne pas lui dire. C'était peut-être une erreur. J'aurais peut-être dû être honnête depuis le début. Mais je ne pouvais pas supporter l'idée que Marcus se sente rejeté comme je m'étais senti rejeté par les choix de Nanny. Au lieu de cela, je lui ai dit que sa mère était très jeune quand il est né et n'était pas prête à être parent, mais qu'elle l'aimait beaucoup et voulait qu'il soit heureux. Je lui ai dit que parfois, les adultes devaient prendre des décisions difficiles et que sa mère avait décidé que la meilleure chose pour lui était de vivre avec moi. Ce n'était pas tout à fait un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Marcus semblait accepter cette explication, comme les enfants acceptent la plupart des choses que les adultes leur disent. Il s'est concentré sur sa vie avec moi, l'école, les amis, le chat que nous avons adopté au refuge quand il avait 6 ans. C'était un bon élève, curieux et avide d'apprendre, posant toujours des questions sur tout, de la raison pour laquelle le ciel est bleu au fonctionnement des téléviseurs. L'argent restait une préoccupation constante. Je complétais ma pension par un travail à temps partiel quand je pouvais en trouver. Nettoyer des maisons, garder des enfants pour les voisins, travailler de façon saisonnière au grand magasin pendant Noël. Marcus a appris très tôt que l'argent était rare, que nous ne pouvions pas acheter tout ce qu'il voulait, mais il ne s'est jamais plaint. Quand d'autres enfants recevaient de nouveaux vélos pour leur anniversaire, Marcus était heureux avec des livres de la bibliothèque. Quand ils allaient à Disney World en vacances, Marcus se contentait d'excursions d'une journée au lac. La conversation la plus difficile que nous ayons jamais eue a eu lieu quand il avait 8 ans et m'a demandé directement des nouvelles de son père. Nous étions assis à notre petite table de cuisine et Marcus travaillait sur un projet scolaire sur les arbres généalogiques. Il m'avait dessiné en haut, puis lui-même en dessous, mais il y avait des branches vides là où d'autres familles avaient des mères et des pères, des tantes et des oncles, des cousins. Gamma, où est mon papa? J'avais répété cette conversation dans ma tête pendant des années, mais je n'étais toujours pas préparé à la manière directe dont il l'a posée. Ton père n'a pas pu faire partie de ta vie, chérie. Parfois, ça arrive avec les adultes. Est-il mort comme grand-père Robert? Non, il n'est pas mort. Il a fait des choix différents. Marcus hocha la tête sérieusement, comme il le faisait quand il traitait quelque chose de difficile. Penses-tu qu'il sait pour moi? Je pense qu'il le sait probablement. Penses-tu qu'il est désolé de ne pas être là? Cette question m'a brisé le cœur. Je pense que n'importe quel homme aurait de la chance de t'avoir comme fils, Marcus. S'il ne le sait pas, c'est sa perte, pas la tienne. Marcus parut satisfait de cette réponse et retourna à son arbre généalogique, dessinant soigneusement des cœurs autour de la branche qui nous reliait. Mais cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, je me suis retrouvé à pleurer pour la première fois depuis des années. Pas pour moi, pas pour les sacrifices que j'avais faits, mais pour ce beau et brillant garçon qui méritait tellement plus que ce que le sort lui avait réservé. Au moment où Marcus avait 10 ans, notre routine était bien établie. Il rentrait de l'école, faisait ses devoirs à la table de la cuisine pendant que je préparais le dîner. Ensuite, nous regardions la télévision ensemble ou lisions des livres de la bibliothèque. Le week-end, nous explorions la ville en bus. Musée, parc, concerts gratuits. Nous avions créé notre propre petit monde, juste nous deux. Et c'était un bon monde. Mais je vieillissais. Mon dos me faisait mal après des années de travaux physiques. Mes yeux avaient besoin de lunettes plus fortes que je ne pouvais pas me permettre de remplacer. Et certains matins, il me fallait plus de temps pour me mettre en mouvement qu'avant. Je m'inquiétais de ce qui se passerait si je tombais malade, si je ne pouvais plus travailler,
s'il m'arrivait quelque chose. J'avais commencé à garder une boîte de papiers importants sous mon lit, l'acte de naissance de Marcus, les documents de tutelle, mon testament qui lui laissait tout, ce qui n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Je gardais aussi des lettres dans cette boîte, des lettres de Nanny qui accompagnaient certains des appels téléphoniques au fil des ans, généralement quand elle demandait de l'argent mais voulait paraître plus personnelle à ce sujet. Marcus ne connaissait pas ces lettres. Dans celle-ci, Nanny parlait de sa vie comme d'une grande aventure pleine de gens et d'opportunités excitantes. Elle mentionnait Marcus occasionnellement, généralement pour demander s'il allait toujours bien, ou pour dire qu'elle espérait qu'il comprendrait quand il serait plus grand pourquoi elle avait fait les choix qu'elle avait faits. Ce qu'elle n'a jamais mentionné, c'est de vouloir le voir. Ce qu'elle n'a jamais demandé, c'est si elle pouvait appeler et lui parler. Ce qu'elle n'a jamais dit, c'est qu'il lui manquait ou qu'elle regrettait de l'avoir quitté. Ces lettres confirmaient ce que je soupçonnais depuis le début. Nanny voyait Marcus comme un chapitre de sa vie qui était clos. Une erreur qui avait été corrigée quand elle l'avait laissé avec moi. Pour elle, il n'était pas un fils qui lui manquait. Il était une responsabilité qu'elle avait réussi à éviter. La dernière lettre était arrivée il y a 6 mois, quand Marcus avait 10 ans et commençait sa 5e année. Nanny vivait alors à Phoenix, travaillait dans un complexe hôtelier et sortait avec quelqu'un de nouveau. Elle a mentionné qu'elle pensait à se remarier et que son petit ami ne connaissait pas Marcus. Je pense que c'est mieux comme ça, avait-elle écrit, de repartir à zéro. Tu sais, Marcus est heureux avec toi et tu es tellement meilleur que moi pour être maman. Peut-être qu'un jour, quand il sera plus grand, nous pourrons trouver un moyen d'avoir une relation. Mais pour l'instant, je pense qu'il est préférable que je te laisse tout gérer. Me laisser tout gérer. Comme si élever son fils était une faveur que je lui faisais pour sa commodité. J'avais brûlé cette lettre après l'avoir lue, debout au-dessus de mon évier de cuisine, regardant le papier se recroqueviller et noircir. Mais les mots sont restés avec moi, et cette nuit-là, j'ai pris une décision que je garderai pendant les 13 années suivantes. Je ne parlerai jamais à Marcus des lettres de sa mère. Je ne lui ferai jamais savoir qu'elle avait choisi, encore et encore, de donner la priorité à sa propre vie plutôt qu'à toute relation avec lui. Je le protégerai de cette connaissance aussi longtemps que je le pourrai. En y repensant maintenant, je ne suis pas sûr que c'était le bon choix. Mais à l'époque, en regardant mon petit-fils de 10 ans dormir paisiblement dans sa petite chambre, entouré de livres, de modèles réduits d'avions et de dessins qu'il avait fait de nous deux, je ne pouvais pas supporter l'idée de lui dire que sa mère était quelque part, vivant sa vie comme s'il n'avait jamais existé. Certaines vérités, me disais-je, sont trop lourdes à porter pour un enfant. Marcus était heureux. Il s'épanouissait. Il n'avait jamais dit une seule fois qu'il sentait qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie. Mais au fond de moi, je savais qu'un jour, ces vérités soigneusement cachées remonteraient à la surface. Et quand elles le feraient, tout ce que nous avions construit ensemble serait mis à l'épreuve d'une manière que je ne pouvais pas encore imaginer. 24 ans. C'est le temps qui s'est écoulé depuis cette nuit pluvieuse d'octobre où tout a changé. Marcus n'était plus le bébé sans défense que j'avais trouvé sur mon porche. C'était un homme maintenant, 24 ans, avec son propre appartement en ville et une entreprise de technologie qui semblait grandir chaque mois. Je vivais toujours dans le même petit appartement où je l'avais élevé, bien qu'il ait essayé de me convaincre de déménager dans un endroit plus agréable depuis 2 ans. Le loyer était toujours de $520, ce qui semblait une aubaine maintenant par rapport à ce que tout le reste coûtait, mais le bâtiment avait vieilli avec moi. Les escaliers grinçaient plus qu'avant. Le chauffage était peu fiable, et mes voisins avaient changé, passant de famille à des étudiants qui mettaient la musique trop fort et laissaient des ordures dans les couloirs. Mais cet appartement contenait 24 ans de souvenirs. Les marques de taille sur le cadre de la porte où j'avais mesuré Marcus à chaque anniversaire. La petite brûlure sur le comptoir de la cuisine de la fois où il a essayé de me préparer le petit déjeuner quand il avait 12 ans et a oublié la poêle sur le feu. Le salon où nous avions passé d'innombrables soirées à faire les devoirs ensemble, où je lui avais appris à jouer aux échecs, où nous avions regardé ses films préférés jusqu'à ce que je puisse les réciter par cœur. Marcus venait tous les dimanches sans faute. C'était notre tradition depuis qu'il était petit, un dîner dominical ensemble, juste nous deux. Même maintenant, avec son emploi du temps chargé et son entreprise en pleine croissance, il ne manquait jamais un dimanche. Il arrivait vers 16 heures avec des courses qu'il avait faites, les ingrédients pour le repas que nous avions prévu de cuisiner ensemble cette semaine-là. Aujourd'hui, cependant, c'était différent. Je l'ai vu sur son visage dès qu'il a franchi la porte. Il avait l'air troublé, distrait d'une manière qui lui était inhabituelle.
Marcus avait toujours été concentré, déterminé, même enfant. Quand il se mettait quelque chose en tête, il le poursuivait avec une intensité unique. C'est ce qui avait fait de lui un si bon élève et plus tard un entrepreneur si prospère. Gamma, dit-il en posant les sacs de course sur mon comptoir de cuisine. À 24 ans, il m'appelait toujours Gamma, bien que cela ait évolué du surnom de bébé à quelque chose de plus intentionnel, de plus affectueux. Il faut qu'on parle de quelque chose. Mon cœur s'est serré. Ces mots, il faut qu'on parle, n'avaient jamais mené à rien de bon dans mon expérience. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Marcus se passa une main dans les cheveux noirs, un geste que je reconnaissais de son enfance. Il faisait ça quand il était nerveux ou essayait de résoudre un problème. J'ai reçu un appel hier d'un cabinet d'avocats à Phoenix. Phoenix. Le mot m'a frappé comme un coup physique. La dernière lettre que j'avais reçue de Nanny, celle que j'avais brûlée il y a 6 mois, venait de Phoenix. Quel genre d'appel? Marcus a tiré une de mes chaises de cuisine et s'est assis lourdement. Ils ont dit qu'il représentait ma mère biologique. Il a levé les yeux vers moi et j'ai pu voir la confusion dans ses yeux sombres. Ils ont dit qu'elle voulait me rencontrer. J'ai senti le sang quitter mon visage. Pendant 24 ans, j'avais redouté ce moment. Je savais qu'il viendrait un jour, mais j'avais espéré, bêtement, égoïstement, que ce serait plus tard. Beaucoup plus tard, peut-être après ma mort, pour que je n'ai pas à regarder Nanny revenir dans la vie de Marcus après que j'ai fait tout le dur travail de l'élever. Que leur as-tu dit, ai-je réussi à demander. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. Je voulais d'abord te parler. Marcus a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Ses mains étaient fortes maintenant, calleuses des projets de week-end sur lesquels il travaillait pour se détendre de son travail stressant. Gamma, tu ne m'as jamais vraiment dit pourquoi elle est partie. Je veux dire, je sais qu'elle était jeune et pas prête à être parent, mais pourquoi n'a-t-elle jamais essayé de me contacter? Pourquoi maintenant? Les questions que j'avais évitées pendant plus de 2 décennies flottaient dans l'air entre nous. J'ai regardé Marcus, ce merveilleux homme que j'avais élevé, ce succès dont j'étais si fier, et j'ai senti le poids de toutes les vérités que je lui avais cachées. C'est compliqué, chérie, ai-je dit, revenant à la même réponse vague que je lui donnais depuis qu'il était assez grand pour demander. J'ai 24 ans, Gamma. Je pense que je peux gérer ce qui est compliqué. Il avait raison, bien sûr, mais gérer la vérité et être blessé par elle étaient 2 choses différentes. J'avais passé toute sa vie à le protéger de la connaissance que sa mère avait choisi à plusieurs reprises et délibérément de rester hors de sa vie. Non pas parce qu'elle ne pouvait pas le trouver, non pas parce que les circonstances les avaient séparés, mais parce qu'elle n'avait jamais voulu la responsabilité d'être sa mère. Les avocats ont mentionné autre chose, a poursuivi Marcus. Et je pouvais entendre la prudence avec laquelle il choisissait ses mots. Ils ont dit que ma mère a suivi mon succès, qu'elle est fière de ce que j'ai accompli. Un rire amer m'a échappé avant que je puisse m'en empêcher. Fière? Les yeux de Marcus se sont aiguisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis levé brusquement, ayant besoin de bouger, de faire quelque chose de mes mains. Je suis allé à l'évier et j'ai commencé à laver la vaisselle qui était déjà propre, frottant une assiette qui n'en avait pas besoin. Gamma, parle-moi, s'il te plaît. Le désespoir dans sa voix a brisé quelque chose en moi. C'était Marcus, le garçon que j'avais élevé, l'homme qui ne m'avait jamais rien demandé d'autre que de l'amour et des conseils. Il méritait des réponses, même si ces réponses allaient le blesser. Je me suis retourné, m'essuyant les mains sur un torchon qui avait connu des jours meilleurs. Elle a suivi tes progrès, Marcus, mais pas de la manière que tu penses. Que veux-tu dire? Je suis retourné à la table, mais je ne me suis pas assise. Je ne pouvais pas rester assise. Pas pour cette conversation. Ta mère m'a appelé au fil des ans. Pas souvent, mais parfois. Généralement quand elle avait besoin d'argent. L'expression de Marcus a changé, et je pouvais le voir traiter cette information. Elle n'a jamais demandé une seule fois à te parler. Elle n'a jamais demandé comment tu allais à l'école, si tu étais heureux, quels étaient tes intérêts. Elle n'a jamais envoyé de carte d'anniversaire, de cadeau de Noël, ni même une photographie. La blessure qui a traversé le visage de Marcus m'a donné envie de reprendre mes paroles. Mais il était trop tard. La vérité était là maintenant, suspendue entre nous comme une chose vivante. Elle t'appelait pour de l'argent, a-t-il dit lentement. Et tu ne me l'as jamais dit. Je te protégeais.
De quoi? De savoir que ma mère était vivante et a choisi de ne pas faire partie de ma vie. La colère dans sa voix était quelque chose que j'avais rarement entendu de sa part. Même adolescent, Marcus avait été remarquablement équilibré. Il était parfois frustré, déçu quand les choses ne se passaient pas comme prévu. Mais je pouvais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où je l'avais vu vraiment en colère. De savoir que tu n'étais pas assez important pour elle pour qu'elle sacrifie quoi que ce soit, ai-je dit doucement. De savoir que pendant que je travaillais 3 emplois pour acheter tes fournitures scolaires, elle me demandait de lui envoyer de l'argent pour qu'elle puisse poursuivre ses rêves. De savoir que la raison pour laquelle elle te contacte maintenant n'est pas parce que tu lui manques ou qu'elle regrette de t'avoir quitté, mais parce que tu es devenu assez prospère pour valoir son attention. Marcus se leva brusquement, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre et revenant. Tu aurais dû me le dire. Quand? Quand tu avais 5 ans et que tu posais des questions sur ton père? Quand tu en avais 10 et que tu dessinais des arbres généalogiques pour l'école? Quand tu en avais 16 et que tous tes amis se plaignaient de leurs parents et que tu me disais à quel point tu avais de la chance de m'avoir? Je sentais les larmes monter derrière mes yeux. Quand étais-je censé te dire que ta mère te considère comme une erreur qu'elle a corrigée en t'abandonnant sur mon seuil? Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste, Marcus. Il n'était pas juste qu'elle te quitte. Il n'était pas juste que je doive choisir entre ma retraite et ton enfance. Il n'était pas juste que tu grandisses sans parents de ton âge, sans frères et sœurs, sans le genre de famille que la plupart des enfants ont. J'ai pris une respiration tremblante. Mais nous nous en sommes sortis quand même. Nous avons construit quelque chose de bien ensemble, n'est-ce pas? Marcus a cessé de faire les 100 pas et m'a regardé, et je pouvais voir la guerre qui se déroulait derrière ses yeux. L'homme qui m'aimait et était reconnaissant pour tout ce que j'avais fait pour lui contre le fils qui était blessé et en colère d'avoir été trompé, même si ses mensonges avaient été destinés à le protéger. Oui, a-t-il dit finalement, nous avons construit quelque chose de bien. Mais Gamma, c'était mes choix à faire, mes décisions de savoir si je voulais une relation avec elle ou non. Tu m'as enlevé ça. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais le savoir et l'accepter étaient 2 choses différentes. Je sais, ai-je chuchoté. Je sais que j'aurais dû te le dire. Je ne pouvais juste pas supporter de te voir à nouveau blessé par elle. À nouveau. J'ai fermé les yeux. Une autre vérité que je lui avais cachée. Elle t'a blessé quand elle t'a quitté, Marcus. Tu étais si petit, mais tu as pleuré pendant des jours. Tu regardais constamment vers la porte comme si tu attendais quelqu'un. Il a fallu des semaines avant que tu arrêtes de sursauter chaque fois que tu entendais des pas dans le couloir. Tu n'étais qu'un bébé, mais d'une manière ou d'une autre, tu savais que tu avais été abandonné. Le silence s'est étiré entre nous, lourde année de vérité non dite et de protection soigneusement construite. Finalement, Marcus s'est rassis en face de moi. Quand il a parlé, sa voix était plus douce, mais toujours tendue. Les avocats ont dit qu'elle voulait organiser une réunion. Ils n'ont pas dit pourquoi exactement, juste qu'elle sent qu'il est temps que nous ayons une relation. Il m'a regardé directement. Ils ont aussi mentionné qu'elle connaît la valeur de mon entreprise, ma situation financière. C'était là. L'information qui confirmait mes pires soupçons sur la raison pour laquelle Nanny avait choisi ce moment pour refaire surface. Qu'est-ce que tu vas faire, ai-je demandé. Marcus resta silencieux un long moment, fixant ses mains. Quand il leva les yeux, son expression était résolue mais triste. Je vais la rencontrer. J'ai besoin de savoir qui elle est, ce qu'elle veut, pourquoi elle est partie. Il fit une pause. J'ai besoin de savoir par moi-même, pas seulement ce que tu m'as dit pour me protéger. J'ai hoché la tête, bien que mon cœur se brisait. D'accord. Seras-tu en colère si je le fais? La question m'a surprise. Après tout, après la blessure, les accusations et les révélations, il s'inquiétait toujours de me décevoir. Oh, chérie, non. Je ne pourrai jamais être en colère contre toi pour vouloir connaître ta mère. J'ai peur pour toi parce que je ne fais pas confiance à ses motivations, mais je ne suis pas en colère. Marcus a tendu la main sur la table et a repris la mienne. Quoi qu'il arrive, ce qu'elle veut ou ne veut pas, tu es toujours ma Gamma. Tu es toujours la personne qui m'a élevé, qui a cru en moi, qui s'est sacrifiée pour moi. Ça ne change pas, j'ai serré sa main, essayant de mémoriser cette sensation, car j'avais la terrible suspicion que tout était sur le point de changer, que nous le voulions ou non. Quand est la réunion? La semaine prochaine.
Elle arrive de Phoenix en avion. Phoenix. Bien sûr, elle venait ici, sur notre territoire, dans la vie que nous avions construite sans elle. Elle allait entrer dans le monde que Marcus et moi avions créé ensemble, et je n'avais aucune idée de ce qu'elle essaierait d'en prendre. Marcus, dis-je prudemment, il y a autre chose que tu devrais savoir. Quelque chose sur la situation juridique. Son expression devint lasse. Que veux-tu dire? Quand elle t'a quitté, je suis devenue ta tutrice légale, pas ta mère adoptive. C'était tout ce que je pouvais me permettre à l'époque, et cela semblait suffisant. J'ai pris une profonde inspiration. Mais cela signifie que techniquement, légalement, elle est toujours ta mère. Elle a toujours certains droits. J'ai vu les implications de cela le frapper. La couleur a légèrement quitté son visage. Quel genre de droit? Je ne sais pas exactement. Je n'ai jamais cherché parce que je n'ai jamais pensé. J'ai laissé ma phrase en suspens, puis je me suis forcé à continuer. Je n'ai jamais pensé qu'elle reviendrait. Mais Marcus, les gens qui réussissent deviennent parfois des cibles. Si elle a suivi ta carrière, si elle connaît la valeur de ton entreprise. Tu penses qu'elle revient pour de l'argent. Je pense que ta mère n'a jamais rien fait dans sa vie qui ne soit pas finalement pour son propre bénéfice. Et en ce moment, avoir une relation avec un fils qui a réussi lui serait considérablement bénéfique. Marcus se leva de nouveau, mais cette fois, son mouvement était plus lent, plus réfléchi. J'ai toujours besoin de la rencontrer, Gamma. J'ai besoin de la regarder dans les yeux et d'entendre ce qu'elle a à dire. Je sais. Mais je serai prudent. Je garderai à l'esprit tout ce que tu m'as dit. Alors qu'il rassemblait les courses que nous n'avions jamais utilisées pour notre dîner dominical, j'ai senti un frisson s'installer en moi qui n'avait rien à voir avec le temps d'octobre. Cet appartement, cette vie, cette relation qui nous avait soutenus tous les deux pendant 24 ans, tout cela semblait soudain fragile, comme quelque chose qui pourrait être détruit par une seule conversation avec une femme qui n'avait jamais mérité le droit de s'appeler la mère de Marcus. Après son départ, je suis resté seul dans ma cuisine, fixant le téléphone. Une partie de moi voulait le rappeler, le supplier de ne pas la rencontrer, de rester en sécurité dans le monde que nous avions créé ensemble. Mais je savais que j'avais perdu le droit de faire ce choix pour lui dès l'instant où j'avais décidé de garder ses lettres secrètes. Dehors, la lumière d'octobre s'estompait dans le crépuscule. Il y a 24 ans, par une nuit comme celle-ci, Nanny avait laissé son fils sur mon porche et avait disparu. Maintenant, elle revenait, et j'avais le terrible sentiment que cette fois, elle pourrait l'emmener avec elle. La réunion devait avoir lieu dans un café du centre-ville, un terrain neutre que Marcus avait choisi. Je n'étais pas invité, bien sûr, mais je me suis retrouvé à faire les 100 pas dans mon petit appartement tout cet après-midi de mardi, vérifiant mon téléphone toutes les quelques minutes pour voir s'il avait appelé ou envoyé un texto. Quand mon téléphone a finalement sonné à 16 heures, je l'ai attrapé à la première sonnerie. Gamma. La voix de Marcus semblait creuse, vidée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Comment ça s'est passé? Il y a eu une longue pause. Peux-tu me rejoindre à mon bureau? J'ai besoin de te montrer quelque chose. Le trajet en bus de 20 minutes jusqu'au bureau de Marcus en ville a semblé durer des heures. Son entreprise occupait le 15e étage d'un immeuble en verre qui m'intimidait encore à chaque visite. La réceptionniste, une jeune femme nommée Sarah, qui m'accueillait toujours chaleureusement, avait l'air inquiétant me dirigeant vers le bureau privé de Marcus. Je l'ai trouvé assis derrière son bureau, fixant une pile de papiers étalés devant lui. Il avait l'air plus âgé d'une certaine manière, comme si la rencontre avec Nanny l'avait vieilli de plusieurs années en l'espace de quelques heures. Marcus. Il a levé les yeux et j'ai pu voir la blessure et la confusion dans ses yeux. Sans dire un mot, il a poussé les papiers vers moi. Des documents juridiques. C'est ce que c'était. Et même si le langage était formel et déroutant, le message de base était assez clair. Nanny ne cherchait pas seulement une relation avec Marcus. Elle cherchait une reconnaissance légale en tant que sa mère, et avec elle, certains droits et considérations financières. Je ne comprends pas tout, a dit doucement Marcus. Mais les avocats qu'elle a amenés avec elle. Oui, plusieurs avocats. En ont expliqué assez. Je me suis assise lourdement sur la chaise en face de son bureau, mes jambes soudainement incapables de me soutenir. Raconte-moi ce qui s'est passé. Marcus s'est penché en arrière dans son fauteuil, passant ses deux mains dans ses cheveux. Elle ressemblait exactement à ce dont je me souvenais des quelques photos que tu avais d'elle. Plus âgée, évidemment, mais le même visage,
le même sourire. Il fit une pause. Elle m'a serré dans ses bras quand elle m'a vu. Gamma, elle a pleuré et a dit que je lui avais tellement manqué et que me quitter était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. Même en l'entendant de seconde main, je pouvais l'imaginer parfaitement. Nani avait toujours été douée pour la manipulation émotionnelle, pour dire exactement ce que les gens voulaient entendre. Puis elle m'a raconté son histoire. À quel point elle était jeune et effrayée quand je suis né. Comment elle savait que tu prendrais mieux soin de moi qu'elle ne le pourrait. Comment elle a passé des années à regretter sa décision mais avait trop honte pour prendre contact. La voix de Marcus devenait plus dure, plus amère. Elle a dit qu'elle suivait ma carrière depuis des années, qu'elle est si fière de ce que j'ai accompli, qu'elle a toujours su que j'étais destiné à de grandes choses. Et puis les avocats ont commencé à parler. Marcus a pris l'un des documents. Apparemment, parce qu'elle n'a jamais officiellement renoncé à ses droits parentaux et parce que je n'ai jamais été officiellement adopté, elle a toujours certaines revendications légales sur moi en tant que son fils. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Quel genre de revendications ? Financières principalement. Ils ont cité quelque chose appelé les lois sur la responsabilité filiale. Apparemment, certains États ont des exigences légales pour que les enfants adultes soutiennent leurs parents vieillissants s'ils en ont les moyens. J'ai eu la nausée. Elle ne vieillit pas, Marcus. Elle a 47 ans. Je l'ai fait remarquer. Les avocats ont dit que l'âge n'était pas nécessairement un facteur. Que les difficultés financières étaient le problème principal. Marcus a posé le papier avec plus de force que nécessaire. Elle est apparemment endettée, Gamma. Carte de crédit, une entreprise qui a fait faillite, des factures médicales d'une sorte d'opération l'année dernière. Elle est au bord de la faillite. Bien sûr qu'elle l'était. Nani n'avait jamais été responsable avec l'argent, même adolescente. L'idée qu'elle développerait soudainement une responsabilité fiscale dans la quarantaine était risible, sauf que rien dans cette situation n'était drôle. Elle veut que je l'aide, a poursuivi Marcus. Pas comme une faveur, pas comme un cadeau, mais comme son droit légal en tant que ma mère. Elle est prête à aller en justice si nécessaire pour établir ses droits parentaux et mes obligations financières. Peut-elle faire ça ? Selon ses avocats, oui, peut-être. La loi est apparemment compliquée, et beaucoup dépendrait du juge que nous aurions et de la façon dont il interpréterait les circonstances spécifiques. Marcus se leva et se dirigea vers sa fenêtre, regardant la ville en contrebas. Mais même si elle perd, la bataille juridique pourrait durer des mois. Ce serait coûteux, long et très public. Très public. C'était la vraie menace, n'est-ce pas ? Marcus avait travaillé dur pour bâtir son entreprise et sa réputation. Une bataille juridique désordonnée avec sa mère éloignée serait exactement le genre de publicité qui pourrait endommager tout ce qu'il avait accompli. Que lui as-tu dit ? Marcus se retourna vers moi et je pus voir la colère monter derrière son calme prudent. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour examiner les documents avec mon propre avocat. Elle a dit que c'était bien, mais qu'elle espérait que nous pourrions trouver un arrangement en famille sans impliquer les tribunaux. En famille ? Les mots avaient un goût amer dans ma bouche. C'est à ce moment-là que je lui ai posé des questions sur toi. Quelque chose dans son ton a fait se serrer mon estomac. Quoi à propos de moi ? Je lui ai demandé pourquoi, si elle se souciait tant des relations familiales, elle n'avait jamais essayé de te contacter non plus. Pourquoi elle ne t'avait jamais remercié d'avoir élevé son fils ? Jamais demandé comment tu allais, jamais reconnu ce que tu avais sacrifié pour moi. J'ai retenu mon souffle, attendant. Elle a dit qu'elle supposait que tu allais bien, qu'élever un enfant avait probablement été épanouissant pour toi puisque tu n'avais jamais eu d'autres enfants. Elle a dit qu'elle supposait que tu avais apprécié d'avoir un but pendant tes années de retraite. La cruauté désinvolte de cela était à couper le souffle. 24 ans de ma vie, rejetés comme un passe-temps agréable qui m'avait donné quelque chose à faire dans ma vieillesse. Mais ensuite, elle a dit autre chose, a poursuivi Marcus, et sa voix est tombée à peine au-dessus d'un murmure. Elle a dit qu'elle espérait qu'il n'y aurait pas de désagrément entre toi et elle parce qu'elle détesterait que notre réunion de famille cause des problèmes à quelqu'un qui avait été si utile au fil des ans. Elle t'a menacé. Pas directement, mais l'implication était claire. Si tu lui causais des problèmes, si tu essayais d'interférer dans sa relation avec moi, il pourrait y avoir des conséquences. Je me suis levé brusquement, la colère m'inondant comme rien de ce que j'avais ressenti depuis la nuit où elle avait laissé Marcus sur mon seuil. Quel genre de conséquences ? Je ne sais pas.
Je n'ai pas demandé de détails parce que je voulais sortir de là et te parler d'abord. Marcus est retourné à son bureau et a rassemblé les papiers. Mais Gamma, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Quels que soient les droits légaux qu'elle pense avoir, quelles que soient les revendications qu'elle veut faire, rien de tout cela ne change ce que je ressens pour toi. Tu es ma famille. Tu es la personne qui m'a élevé, qui m'a aimé, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. La férocité dans sa voix m'a fait monter les larmes aux yeux. Merci de dire ça. Ce n'est pas juste quelque chose que je dis. C'est la vérité. Marcus a contourné le bureau et a pris mes mains dans les siennes. Mais j'ai aussi besoin que tu saches que je ne la laisserai pas me manipuler et que je ne la laisserai pas te blesser. Marcus, tu ne comprends pas de quoi elle est capable. Quand elle veut quelque chose, elle ne s'arrête pas. Elle utilisera toutes les astuces émotionnelles qu'elle connaît, toutes les failles juridiques qu'elle peut trouver. Alors nous la combattrons. La simple détermination dans sa voix m'a rappelé le petit garçon qui avait un jour annoncé qu'il allait construire une fusée pour nous emmener sur la Lune. Quand Marcus se mettait quelque chose en tête, il trouvait un moyen de le faire. Ce ne sera pas facile, l'ai-je prévenu. Et ce ne sera pas bon marché. Je peux me permettre des avocats chers, Gamma. C'est un avantage du succès qu'elle essaie d'exploiter. Marcus a serré mes mains. Ce que je ne peux pas me permettre, c'est de la laisser détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Au cours des jours suivants, Marcus a consulté 2 cabinets d'avocats différents spécialisés en droit de la famille. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. La position juridique de Nanny était plus faible que ce que ses avocats avaient laissé entendre, mais elle n'était pas inexistante. Le fait qu'elle n'ait jamais officiellement renoncé à ses droits parentaux lui donnait une certaine légitimité, et la complexité des lois sur les obligations financières des enfants adultes envers leurs parents signifiait que même une bataille perdue pouvait être longue et coûteuse. Le pire, m'a dit Marcus lors d'un dîner dans mon appartement ce vendredi-là, c'est qu'elle sait que je vais probablement accepter un arrangement plutôt que de me battre. Une bataille judiciaire publique pourrait nuire à mon entreprise, et elle compte là-dessus. Combien veut-elle ? Marcus a posé sa fourchette et m'a regardé à travers ma petite table de cuisine. 200 000 $ comme point de départ pour ce qu'elle appelle une pension alimentaire rétroactive. L'argent qu'elle prétend que je lui dois pour m'avoir mis au monde et avoir ensuite sacrifié sa jeunesse en me permettant d'être élevé dans un foyer stable. L'audace de la chose était stupéfiante. Elle voulait que Marcus la paie pour le privilège d'avoir été abandonné. Il y a plus, a poursuivi Marcus. Elle veut aussi des paiements mensuels continus, 5 000 $ par mois, ce qu'elle dit être raisonnable compte tenu de mon niveau de revenu et de son statut de mère. 5 000 $ par mois, 60 000 $ par an pour le reste de la vie de Nanny, en paiement pour avoir donné naissance à un fils qu'elle a abandonné sur le porche de sa mère et ignoré pendant 24 ans. Tu n'envisages pas sérieusement ça, ai-je dit. J'envisage toutes mes options. Mes avocats disent que même si nous nous battons et gagnons, les frais de justice pourraient facilement atteindre 50 000 $ ou plus. Et c'est en supposant qu'elle ne fasse pas appel, ce qu'elle ferait probablement. Je pouvais voir le calcul se faire dans son esprit, la froide logique commerciale qui l'avait rendue si prospère. La payer ce qu'elle voulait ou payer des avocats presque autant, sans garantie de victoire et avec le coût supplémentaire de l'embarras public. Marcus, si tu lui donnes de l'argent maintenant, elle ne s'arrêtera jamais. Il y aura toujours une autre urgence, une autre dépense, une autre raison pour laquelle tu lui dois plus. Je le sais, Gamma. Mais je sais aussi que la combattre pourrait me coûter tout ce pour quoi j'ai travaillé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce que je devais faire. Il y a une autre option, ai-je dit doucement. Marcus m'a regardé avec curiosité et inquiétude. Que veux-tu dire ? Je me suis levé et je suis allé dans ma chambre, revenant avec la petite boîte en métal que je gardais sous mon lit. La boîte contenant tous les papiers importants de notre vie ensemble, y compris les lettres que je ne lui avais jamais montrées. Je t'ai caché quelque chose, ai-je dit, posant la boîte sur la table entre nous. Quelque chose qui pourrait tout changer. L'expression de Marcus devint méfiante. D'autres secrets. Pas des secrets pour te protéger cette fois. Des preuves pour nous protéger tous les deux. J'ai ouvert la boîte et j'ai sorti un dossier contenant des copies de chaque lettre que Nanny m'avait envoyée au fil des ans, ainsi que les registres que j'avais tenus de chaque appel téléphonique, de chaque demande d'argent, de chaque rejet désinvolte de l'existence de Marcus. Elle a été en contact avec moi régulièrement pendant 24 ans, ai-je dit en lui tendant le dossier. Et elle a documenté, de ses propres mots, exactement le genre de mère qu'elle a été.
Marcus a ouvert le dossier et a commencé à lire. J'ai vu son expression changer alors qu'il parcourait des années de correspondance de Nanny. Des lettres où elle parlait de Marcus comme d'un fardeau dont elle s'était débarrassée. Des résumés d'appels téléphoniques où elle demandait de l'argent mais jamais des nouvelles du bien-être de son fils. La documentation d'un schéma d'égoïsme et d'irresponsabilité qui s'étendait sur plus de 2 décennies. Elle a écrit tout ça, demanda Marcus, sa voix à peine audible. Chaque mot. Elle ne s'attendait jamais à ce que tu vois ces lettres, donc elle n'avait aucune raison de mentir ou de prétendre être autre chose que ce qu'elle est vraiment. Marcus a lu encore quelques minutes, puis a fermé le dossier et m'a regardé. Pourquoi ne m'as-tu jamais montré ça avant? Parce que je pensais que ça te ferait plus de mal que de bien. Mais maintenant. J'ai pris une profonde inspiration. Maintenant, je pense que c'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin pour la combattre. Marcus est resté silencieux un long moment, fixant le dossier. Quand il a finalement parlé, sa voix était différente, plus dure, plus résolue. Elle ne s'en tirera pas comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Marcus s'est levé, rassemblant le dossier et les documents juridiques que les avocats de Nanny lui avaient donnés. Je vais appeler ses avocats et leur dire que nous nous verrons au tribunal. Et puis je vais m'assurer que toutes les personnes impliquées dans cette affaire, chaque juge, chaque médiateur, chaque fonctionnaire du tribunal, sachent exactement quel genre de personne fait ces réclamations. La détermination dans sa voix était absolue. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que tout ce cauchemar avait commencé. L'espoir. Tu es sûr, Marcus? Une fois qu'on commence à se battre, il n'y a pas de retour en arrière. Marcus m'a regardé avec des yeux qui me rappelaient le petit garçon qui avait un jour promis de me protéger des monstres sous le lit. Gamma, tu as passé 24 ans à me protéger d'elle. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. Alors qu'il rassemblait ses affaires pour partir, j'ai senti le premier frémissement de quelque chose qui aurait pu être du soulagement. La bataille était loin d'être terminée, mais pour la première fois depuis que Nanny avait refait surface, j'avais l'impression que nous pourrions vraiment avoir une chance de gagner. L'audience au tribunal était prévue pour un jeudi matin de novembre, 6 semaines après le premier contact de Nanny avec Marcus. Ces 6 semaines se sont écoulées dans un tourbillon de consultations juridiques, de préparation de documents et d'une tension qui semblait imprégner chaque aspect de notre vie. Marcus avait engagé l'une des meilleures avocates en droit de la famille de la ville, une femme vive nommée Rebecca Chen, spécialisée dans les cas impliquant les droits parentaux et l'exploitation financière. Elle avait examiné toutes les lettres et les enregistrements d'appels de Nanny avec la précision méthodique d'un chirurgien, construisant ce qu'elle appelait un dossier en béton contre les affirmations de Nanny. Votre grand-mère a tenu des registres méticuleux, avait dit Rebecca à Marcus lors d'une de leurs réunions auxquelles j'ai été autorisé à assister. La plupart des gens ne pensent pas à documenter ce genre de manipulation émotionnelle à long terme, mais ces lettres montrent un schéma clair d'abandon et d'exploitation qui s'étend sur plus de 2 décennies. Mais à l'approche de la date de l'audience, je me suis senti de plus en plus anxieuse plutôt que plus confiante. Je connaissais Nanny mieux que quiconque dans cette salle d'audience, et je savais qu'elle ne se laisserait pas faire sans se battre. Elle avait quelque chose en tête. Je le sentais dans mes os, comme on peut sentir une tempête arriver. La veille de l'audience, Marcus est venu à mon appartement pour ce qui était devenu notre séance de stratégie régulière. Rebecca l'avait préparé au type de questions qu'on pourrait lui poser, aux arguments que les avocats de Nanny étaient susceptibles d'avancer, et aux preuves qu'ils présenteraient pour contrer ses affirmations. « Es-tu prêt pour ça ?» lui ai-je demandé alors que nous étions assis à ma table de cuisine avec des tasses de café qui avaient refroidi. Marcus avait l'air fatigué. Le stress des 6 dernières semaines avait fait des ravages sur lui, et je le voyais dans les rides autour de ses yeux, la façon dont ses épaules restaient perpétuellement tendues. Je crois. Rebecca dit que nous avons un dossier solide et que les preuves des lettres parlent d'elles-mêmes. Mais. Il m'a regardé d'un air vif. Comment savais-tu qu'il y avait un mais? Parce que je te connais depuis 24 ans et que je l'entends dans ta voix. Marcus a soupiré et s'est penché en arrière dans sa chaise. Je n'arrête pas de penser à ce qu'elle a dit le premier jour, qu'elle ne voulait pas que cela devienne désagréable pour toi. J'ai peur qu'elle ait quelque chose en tête, un moyen de retourner la situation et de faire de toi la méchante. Son inquiétude pour moi, même au milieu de sa propre crise, m'a serré le cœur d'amour et de fierté. Marcus, quoi qu'elle dise sur moi, quels que soient les mensonges qu'elle raconte, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que la vérité éclate. Je le sais.
Mais je sais aussi que tu as 70 ans et que tu ne devrais pas avoir à subir ce genre de stress à cause des choix qu'elle a fait quand elle avait 23 ans. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne, notant à quel point elle était plus grande que la mienne maintenant, à quel point elle semblait capable et forte. Chérie, j'ai subi 24 ans de stress à cause des choix qu'elle a fait quand elle avait 23 ans. Ce n'est que la fin. Enfin. Le lendemain matin, nous sommes arrivés tôt au palais de justice. Rebecca nous avait prévenu que Nanny essaierait probablement de créer un spectacle pour se présenter comme une mère en deuil qui avait été tenue à l'écart de son fils par une grand-mère possessive. Elle nous avait coaché, Marcus et moi, sur la manière de répondre à la manipulation émotionnelle, de s'en tenir aux faits même quand Nanny essaierait de faire porter les débats sur les sentiments plutôt que sur les preuves. Mais rien n'aurait pu me préparer à la revoir après toutes ces années. Elle avait l'air bien. Mieux que bien, en fait. Ses cheveux étaient coiffés par un professionnel, son maquillage appliqué par un expert, et elle portait une robe bleue conservatrice qui lui donnait l'air d'une mère de banlieue respectable. La seule chose qui n'avait pas changé, c'était ses yeux, qui avaient toujours cette qualité calculatrice que je me rappelais de son adolescence. Elle était entourée de 3 avocats, ce qui semblait excessif pour ce qui aurait dû être une audience simple. Mais comme Rebecca nous en avait averti, l'équipe juridique de Nanny jouait pour des enjeux bien plus élevés qu'un simple soutien financier. Ils essayaient d'établir un précédent qui pourrait être utilisé dans d'autres cas, et ils avaient apparemment investi de manière significative pour s'assurer que leur dossier était aussi solide que possible. Quand Nanny a vu Marcus, elle a immédiatement commencé à pleurer. Pas les larmes silencieuses d'une émotion sincère, mais les sanglots bruyants et dramatiques de quelqu'un qui joue le deuil pour un public. Elle a tendu la main vers lui comme si elle voulait l'embrasser, criant « Mon fils, mon beau-fils », d'une voix qui a retenti dans toute la salle d'audience. Marcus a reculé, son expression soigneusement neutre. « Bonjour, Nanny. » L'utilisation de son prénom plutôt que de mère l'a clairement piqué, mais elle s'est vite remise, se tournant vers moi avec ce qui aurait pu passer pour un sourire chaleureux si on ne la connaissait pas aussi bien que moi. « Suzanne, dit-elle, sa voix dégoulinant de fausse affection. Tu as l'air merveilleuse. Merci beaucoup d'avoir si bien pris soin de mon fils toutes ces années. » Je n'ai pas répondu. Rebecca m'avait conseillé de limiter au strict minimum mes interactions avec Nanny, pour ne lui donner aucune ouverture pour me manipuler ou me provoquer. L'audience a commencé avec les avocats de Nanny présentant leur cas. Ils ont brossé le tableau d'une jeune femme qui avait pris une décision difficile mais aimante de placer son fils chez un parent capable pendant qu'elle se remettait sur pied. Ils ont parlé des années de regrets de Nanny et de son désir désespéré de renouer avec le fils qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. C'était un récit convaincant, livré de manière experte par des avocats qui savaient clairement comment travailler une salle d'audience. Si je n'avais pas vécu la réalité des 24 dernières années, j'aurais peut-être été ému par leur portrait de Nanny comme une figure tragique qui méritait la sympathie plutôt que la condamnation. Puis ce fut au tour de Rebecca. Elle a commencé par lire des extraits des propres lettres de Nanny, utilisant les propres mots de Nanny pour démanteler l'histoire que ses avocats venaient de raconter. Lettre après lettre, où Nanny se référait à Marcus comme « ton problème maintenant », où elle parlait de son soulagement de ne pas avoir à gérer tout ce drame de bébé, où elle demandait de l'argent sans jamais demander des nouvelles du bien-être de son fils. L'effet a été dévastateur. À chaque lettre que Rebecca lisait, je pouvais voir l'expression du juge devenir plus sceptique, plus désapprobatrice. Ce n'étaient pas les mots d'une mère aimante qui avait été forcée de faire un sacrifice douloureux. C'étaient les mots de quelqu'un qui avait considéré son enfant comme un inconvénient à jeter. Mais la preuve la plus accablante est venue lorsque Rebecca a présenté les registres d'appels téléphoniques que j'avais méticuleusement tenus au fil des ans. 24 ans de conversation avec Nanny, documentés avec des dates, des heures et des résumés détaillés de ce qui avait été discuté. Votre honneur, a dit Rebecca, en 24 ans de contact avec la grand-mère qui élevait son fils, la plaignante a demandé des nouvelles du bien-être de Marcus exactement 0 fois. Elle n'a jamais demandé de nouvelles de sa santé, de son éducation, de ses intérêts ou de son bien-être émotionnel. Elle n'a jamais demandé à lui parler, n'a jamais demandé de photographie, n'a jamais envoyé de cadeaux d'anniversaire ou de cartes de vœux. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. Même les avocats de Nanny semblaient mal à l'aise alors que Rebecca continuait, ce qu'elle a demandé, à plusieurs reprises et de manière constante, c'est de l'argent. Une aide financière pour elle-même, sans se soucier du fardeau financier que sa mère portait en élevant l'enfant qu'elle avait abandonné. C'est à ce moment-là que le sang-froid de Nanny a finalement craqué. Ce n'est pas vrai, a-t-elle crié, se levant d'un bond malgré les tentatives de son avocat de la retenir.
J'étais jeune et effrayé et je faisais de mon mieux. Je savais que Marcus était mieux avec elle. Elle m'a toujours fait sentir que je ne pouvais rien faire de bien de toute façon. L'éclat était exactement ce que Rebecca avait espéré. En quelques secondes, Nanny avait révélé la personne privilégiée et égocentrique qu'elle avait toujours été, celle qui blâmait tout le monde pour ses propres choix et leurs conséquences. Je l'aimais, a continué Nanny, sa voix montant à un ton qui a fait grimacer plusieurs personnes dans la salle d'audience. Je l'aimais assez pour lui donner une vie meilleure que celle que je pouvais lui offrir. Et maintenant qu'il a réussi, j'ai le droit de bénéficier de ce succès. Je suis sa mère. Marcus se leva lentement, le visage pâle, mais la voix stable et forte. Votre honneur, puis-je répondre à cela? Le juge a hoché la tête et Marcus s'est tourné pour faire face directement à Nanny pour la première fois depuis son entrée dans la salle d'audience. Tu n'es pas ma mère, a-t-il dit doucement, mais avec une telle conviction que ses mots semblaient résonner dans le silence. Une mère, c'est quelqu'un qui se lève à 3 heures du matin quand son enfant fait des cauchemars. Une mère, c'est quelqu'un qui travaille 3 emplois pour payer les fournitures scolaires et les fêtes d'anniversaire. Une mère, c'est quelqu'un qui s'assoit dans les salles d'attente des hôpitaux, t'apprend à faire du vélo et t'aide avec tes devoirs même quand elle est épuisée. Il a fait un geste vers moi. Cette femme assise là-bas est ma mère. Elle a mérité ce titre par 24 ans d'amour, de sacrifice et de dévouement. Tu n'es que quelqu'un qui m'a mis au monde et qui est ensuite parti. Le juge a demandé une brève suspension de séance pendant laquelle les avocats de Nanny se sont regroupés autour d'elle, essayant clairement de la convaincre de maîtriser ses émotions et de s'en tenir à leur stratégie prévue. Mais le mal était fait. Son éclat avait révélé sa vraie nature d'une manière qu'aucune manœuvre juridique ne pouvait défaire. Lorsque l'audience a repris, Rebecca a présenté une dernière preuve qu'elle avait gardée pour un impact maximal, une lettre que Nanny m'avait écrite 3 ans plus tôt, lorsque Marcus avait 21 ans et que son entreprise commençait à montrer des signes de réel succès. Dans cette lettre, Nanny avait explicitement déclaré qu'elle était heureuse que Marcus ne sache rien d'elle car cela lui permettait de repartir à zéro avec de nouvelles relations sans le fardeau d'avoir un fils adulte. Elle avait écrit qu'elle espérait qu'il continuerait à réussir car peut-être qu'un jour, cela vaudrait la peine d'avoir une relation avec lui. Les mots flottaient dans l'air comme une présence physique impossible à ignorer ou à expliquer. Même les avocats de Nanny semblaient vaincus alors que Rebecca finissait de lire. Votre honneur, a dit Rebecca, ce n'est pas une affaire d'une mère cherchant à renouer avec un enfant bien-aimé. C'est l'affaire d'une femme tentant de profiter du succès d'un fils qu'elle a abandonné et ignoré pendant 24 ans. La preuve de son abandon et de son exploitation est accablante, et ses récentes affirmations d'amour maternel sont contredites par des décennies de ses propres déclarations documentées. Le juge a mis moins de 10 minutes à rendre sa décision. Après examen de la documentation approfondie présentée par les deux parties, a-t-il dit, je constate que la plaignante n'a aucune revendication crédible de soutien financier de la part du défendeur. La preuve montre clairement un schéma d'abandon et de manipulation qui s'étend sur plus de 2 décennies. De plus, les propres déclarations écrites de la plaignante contredisent ses affirmations actuelles d'affection et de préoccupation maternelle. Il a regardé directement Nanny. Madame Holloway, vous avez fait un choix il y a 24 ans de renoncer aux responsabilités de la maternité. Vous ne pouvez pas maintenant réclamer les avantages de cette relation tout en continuant à nier ces mêmes responsabilités. Puis il s'est tourné vers Marcus. M. Holloway, vous n'avez aucune obligation légale ou morale de fournir un soutien financier à quelqu'un qui n'a rien contribué à votre éducation et qui n'a montré aucun intérêt sincère pour votre bien-être tout au long de votre vie. Le marteau est tombé avec une finalité qui a semblé résonner dans tout mon corps. C'était fini. Après 24 ans à porter le fardeau de l'abandon de Nanny, après 6 semaines de menaces juridiques et de manipulation émotionnelle, c'était enfin fini. Mais alors que nous rassemblions nos affaires pour partir, Nanny n'avait pas terminé. Elle s'est approchée de Marcus une dernière fois, le visage tordu de colère et de désespoir. Tu le regretteras, a-t-elle dit, sa voix basse et vicieuse. Tu te crois meilleur que moi, mais tu n'es rien sans l'argent que je t'ai aidé à obtenir en te laissant avec elle. Tu me dois tout, et un jour tu le réaliseras. Marcus la regarda avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Je ne te dois rien, dit-il doucement. Et je ne veux plus jamais te revoir. En sortant du palais de justice ensemble, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le poids du retour potentiel de Nanny, la peur de perdre Marcus à cause de sa manipulation, le fardeau de garder ses secrets, tout cela avait disparu. Mais la vraie victoire n'était pas la décision du juge ou la justification légale.
La vraie victoire était de voir Marcus s'éloigner de sa mère biologique sans un second regard, son bras lié au mien, choisissant la famille qu'il avait choisie plutôt que la famille qu'il avait abandonnée. Nous avions gagné plus qu'un procès. Nous avions gagné notre liberté. 5 mois ont passé depuis ce matin de novembre au palais de justice, et je suis assise sur le balcon de mon nouvel appartement, regardant le coucher de soleil sur la ligne d'horizon de la ville. L'appartement est plus grand que mon ancien, plus lumineux, avec une vue qui s'étend sur des kilomètres. Marcus a insisté pour que je déménage ici après le règlement de l'affaire, disant qu'il ne pouvait pas supporter l'idée que je passe un autre hiver dans ce vieil immeuble plein de courants d'air où je l'avais élevé. J'ai résisté au début. Ce petit appartement avait été notre maison pendant 24 ans. L'endroit où Marcus avait fait ses premiers pas. Où nous avions célébré les anniversaires et les fêtes, où nous avions construit notre vie ensemble, un jour à la fois. Mais Marcus avait raison. Il était temps de prendre un nouveau départ. L'appartement est venu avec quelque chose que je ne m'attendais plus jamais à avoir. La tranquillité d'esprit. Pour la première fois depuis cette nuit pluvieuse d'octobre 1999, je ne me réveille pas en me demandant si aujourd'hui sera le jour où Nanny réapparaîtra pour perturber nos vies. Le jugement était final et complet, établissant non seulement qu'elle n'avait aucune réclamation financière contre Marcus, mais aussi que tout contact futur constituerait du harcèlement. Marcus vient tous les dimanches, comme il l'a toujours fait, mais maintenant nos dîners ont une qualité différente. L'ombre qui avait plané sur nous pendant si longtemps, la peur tacite qu'un jour sa vraie mère puisse revenir le réclamer, a disparu. Nous pouvons parler de l'avenir sans nous demander si nous en aurons un ensemble. Nous pouvons faire des plans sans l'anxiété sous-jacente constante que tout ce que nous avions construit pourrait être détruit par un seul appel téléphonique. Aujourd'hui est spécial, cependant. Aujourd'hui marque exactement 25 ans depuis que Marcus est entré dans ma vie, et il amène quelqu'un à me présenter. Elle s'appelle Sarah. Elle est enseignante dans une école primaire du centre-ville. Et d'après la façon dont Marcus parle d'elle, je peux dire qu'elle va être importante pour nous deux. J'ai été nerveuse à l'idée de la rencontrer toute la semaine, ce qui est ridicule à mon âge. Mais il y a quelque chose dans le fait de présenter la femme qui pourrait devenir l'épouse de Marcus à la femme qu'il a élevée qui semble capitale, comme la dernière pièce du puzzle de notre famille qui se met en place. L'interphone sonne à 18h précises, car Marcus a été ponctuel toute sa vie. Gamma, nous sommes là. Sa voix passe par le haut-parleur, chaleureuse et excitée. Quand j'ouvre la porte, je vois Marcus debout à côté d'une femme aux yeux bienveillants et aux cheveux noirs attachés en une simple queue de cheval. Elle est jolie d'une manière discrète, mais ce qui me frappe le plus, c'est à quel point elle a l'air à l'aise à côté de lui, comme s'il s'accordait naturellement. Gamma, voici Sarah, dit Marcus, et je peux entendre la fierté dans sa voix. Sarah, voici ma grand-mère, Adela, mais tout le monde l'appelle Gamma. Sarah s'avance et me prend la main, sa poignée ferme et chaleureuse. Madame Holloway, j'ai tellement entendu parler de vous. Marcus parle constamment de vous. J'ai l'impression de vous connaître déjà. Appelez-moi Gamma, dis-je automatiquement, car c'est comme ça qu'on m'appelle depuis 25 ans maintenant, et c'est ce que je suis. Et j'espère que tout ce qu'il vous a dit a été raisonnablement flatteur. Sarah rit, d'un rire sincère qui me la rend immédiatement sympathique. Seulement les choses les plus merveilleuses. Il dit que vous êtes la femme la plus forte qu'il ait jamais connue. Alors que nous nous installons dans mon salon, je me surprends à étudier Sarah de la manière dont j'imagine que les mères ont toujours étudié les petites amies de leur fils. Elle est attentive mais pas obséquieuse, posant des questions sur ma vie et mes intérêts sans que cela ressemble à un interrogatoire. Quand Marcus raconte une histoire de son enfance, elle écoute avec un intérêt sincère, riant des parties drôles et ayant l'air dûment impressionnée par ses réalisations. Mais ce qui me conquiert complètement, c'est la façon dont elle le regarde quand il ne fait pas attention. Il y a de l'amour, oui, mais aussi du respect, de l'admiration et quelque chose de plus profond. Le genre d'attention qui peut soutenir une relation à travers les difficultés, les déceptions et tous les défis ordinaires de la construction d'une vie ensemble. Pendant le dîner, Sarah me parle de son travail à l'école, des défis et des récompenses de l'enseignement en 2e année. Elle parle de ses élèves avec le même genre d'affection protectrice que je reconnais dans mes propres sentiments pour Marcus. Et je réalise qu'elle comprend ce que signifie prendre soin d'enfants qui ne sont pas biologiquement les vôtres. Marcus me dit que vous l'avez élevé depuis qu'il est bébé, dit-elle alors que nous finissons notre repas. Ça a dû être incroyablement difficile de recommencer avec un enfant alors que vous aviez déjà la quarantaine. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, dis-je, et je le pense complètement.
Je ne le savais pas à l'époque. J'étais terrifié, dépassé et je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais Marcus a donné un but et un sens à ma vie d'une manière que je n'aurais jamais attendue. Sarah hoche la tête pensivement. Je vois ça. On voit à quel point vous vous aimez juste en vous regardant ensemble. Après le dîner, Marcus m'aide à débarrasser la table pendant que Sarah admire les photos que j'ai exposées dans l'appartement. Des photos de Marcus à chaque étape de sa vie. De cette première photo professionnelle que j'avais fait faire quand il avait 6 mois à sa remise de diplôme universitaire, en passant par l'article de journal sur le succès de son entreprise. Gamma, dit doucement Marcus alors que nous chargeons le lave-vaisselle. Que penses-tu d'elle? Je regarde par l'embrasure de la porte de la cuisine Sarah, qui examine une photo de la fête du 8e anniversaire de Marcus avec un doux sourire sur le visage. Je pense qu'elle est exactement ce dont tu as besoin, dis-je. Quelqu'un qui voit qui tu es vraiment et qui t'aime pour ça. Le visage de Marcus s'illumine. J'espérais que tu dirais ça. Parce que... Il met la main dans la poche de sa veste et en sort une petite boîte en velours. Je vais lui demander de m'épouser. La bague est magnifique, un simple solitaire qui réussit à être à la fois élégant et sans prétention. Exactement le genre de bague que Sarah choisirait pour elle-même. Mais plus que la bague, c'est le regard sur le visage de Marcus qui me coupe le souffle. Une joie pure, non compliquée par le doute, la peur ou l'une des ombres qui nous ont suivis pendant tant d'années. Quand? La semaine prochaine. J'ai prévu toute une soirée, un dîner au restaurant où nous avons eu notre premier rendez-vous. Puis une promenade dans le parc où nous nous sommes dit pour la première fois que nous nous aimions. Les yeux de Marcus brillent d'excitation et de nervosité. Je voulais te montrer la bague d'abord, cependant. Je voulais ta bénédiction. Ma bénédiction? Comme si j'avais une quelconque autorité pour accorder ou refuser l'approbation des choix qu'il fait dans sa vie. Mais je comprends ce qu'il demande vraiment. Il veut savoir que je suis heureuse pour lui, que je soutiens son choix, que j'accueille Sarah dans notre petite famille. Tu l'as, dis-je en tendant la main pour toucher sa joue comme je le faisais quand il était petit. Tu as tout mon amour et toutes mes bénédictions, chérie. C'est une femme chanceuse. Et je pense que tu es plutôt chanceux, toi aussi. Quand nous rejoignons Sarah dans le salon, elle regarde une photo de la remise des diplômes du lycée de Marcus. Une de mes préférées, où il porte sa toge et son mortier et sourit à l'appareil photo avec le genre de bonheur pur qui ne vient que de l'accomplissement de quelque chose pour lequel on a travaillé dur. Il était major de sa promotion, lui dis-je fièrement. Je sais, dit Sarah. Il est toujours la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée, mais plus que ça, il est le plus gentil. Sais-tu qu'il fait du bénévolat à l'hôpital pour enfants tous les mois, lisant aux enfants qui suivent des traitements à long terme? Je ne le savais pas, et la surprise doit se voir sur mon visage car Marcus a l'air embarrassé. Ce n'est rien de spécial, Gamma. Juste quelque chose que j'ai commencé à faire il y a quelques années. Mais c'est spécial, et cela me dit quelque chose d'important sur l'homme que j'ai élevé. Malgré tout ce qu'il a traversé, l'abandon, les difficultés financières, l'incertitude sur son identité et sa valeur, il est devenu quelqu'un qui donne en retour, qui se soucie des enfants qui font face à leurs propres difficultés. Alors que la soirée se termine, Sarah m'aide avec le reste du nettoyage pendant que Marcus sort sur le balcon pour prendre un appel professionnel. Cela nous donne quelques minutes seuls et je me surprends à vouloir lui dire quelque chose, bien que je ne sois pas tout à fait sûr de quoi. Sarah, commençai-je, puis je fais une pause, essayant de trouver les bons mots. Marcus n'a pas eu une vie facile. Sa mère, eh bien, elle n'a pas pu être le parent dont il avait besoin. Il y a des choses sur son enfance, sa situation familiale, qui étaient compliquées et parfois douloureuses. Sarah hoche la tête sérieusement. Il m'a parlé de ça, de la façon dont sa mère l'a laissé avec vous quand il était bébé et de la façon dont elle a essayé de revenir dans sa vie récemment pour des raisons financières. Il t'a parlé du procès? Tout, dit Sarah. Il ne me cache rien, et j'apprécie ça. Je sais que vous l'avez protégé de beaucoup de douleurs au fil des ans, et je veux que vous sachiez que je ne laisserai jamais personne le blesser si je peux l'aider. La férocité dans sa voix me rappelle moi-même il y a 25 ans, debout dans mon petit appartement avec un bébé que j'étais déterminé à protéger du monde qu'il avait déjà abandonné une fois. Je suis contente, dis-je simplement. Il mérite quelqu'un qui se battra pour lui. Alors qu'il se prépare à partir, Marcus me donne l'un de ses câlins d'ours, le genre qui me fait encore sentir comme la personne la plus importante de son monde. Merci, Gamma, dit-il doucement. Pour tout,
pour m'avoir élevé, pour m'avoir protégé, pour m'avoir aimé même quand c'était difficile. Je sais que je ne l'ai jamais assez dit, mais je ne serais pas qui je suis aujourd'hui sans toi. Tu n'as pas besoin de me remercier de t'avoir aimé, lui dis-je. Ce n'a jamais été un sacrifice. C'était un privilège. Après leur départ, je m'assois sur mon balcon dans l'obscurité grandissante, pensant à quel point ma vie est différente maintenant de ce que je m'attendais à ce qu'elle soit à 70 ans. Je pensais que je serais seul maintenant, vivant tranquillement de ma pension, visitant la tombe de mon mari le dimanche, et lisant des romans d'amour pour passer le temps. Au lieu de cela, j'ai un petit-fils qui m'appelle tous les jours, qui m'implique dans ses décisions d'affaires, qui apprécie mon opinion et cherche mes conseils. J'ai une future belle-fille qui me traite avec une affection et un respect sincère. J'ai la perspective d'arrière-petit-enfant un jour, de fêtes d'anniversaire et de célébrations de vacances, et toute la joie continue de voir une famille grandir et évoluer. Plus important encore, j'ai la paix. Le genre de paix profonde et installée qui vient de savoir que la bataille est terminée et que vous avez gagné. Pas seulement la bataille juridique avec Nani, mais la bataille plus longue et plus difficile pour construire quelque chose de bon, de durable et de vrai à partir des décombres de l'abandon et de la trahison. Demain, c'est lundi, et Marcus m'appellera le matin comme il le fait tous les jours pour prendre de mes nouvelles, me raconter son week-end, s'assurer que je vais bien et que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Sarah sera probablement avec lui et peut-être qu'elle prendra le téléphone pour dire bonjour et me demander mes projets pour la semaine. Dimanche prochain, ils viendront dîner à nouveau et peut-être que Marcus aura des nouvelles de la réponse de Sarah à sa demande en mariage. Je ne m'inquiète pas de ce qu'elle dira. J'ai vu la façon dont elle le regardait ce soir. La façon dont elle s'est illuminée quand il a parlé de leur avenir ensemble. Dans quelques années, il pourrait y avoir un mariage à planifier, des arrière-petits-enfants à gâter, une maison en banlieue où les dîners du dimanche se déroulent autour d'une plus grande table avec plus de voix et plus de rires. Mais pour l'instant, il suffit de s'asseoir ici, dans le calme de mon nouvel appartement, entouré de 25 ans de photographies et de souvenirs, sachant que la famille que nous avons construite ensemble, celle qui a choisi l'amour plutôt que le sang, l'engagement plutôt que la commodité, le sacrifice plutôt que l'égoïsme, est plus forte que tout ce qui a essayé de la détruire. Le téléphone sonne, interrompant mes pensées. Pendant un instant, de vieilles habitudes font battre mon cœur comme avant, quand des appels inattendus pouvaient signifier une crise, une perte ou des surprises indésirables. Mais quand je réponds, c'est la voix de Marcus, chaleureuse, excitée et heureuse. Gamma, je sais qu'on vient de partir, mais je devais appeler. Sarah a dit oui, nous sommes fiancés. Derrière lui, j'entends Sarah rire, probablement embarrassée par son enthousiasme, mais charmée aussi. Je suis si heureuse pour vous deux, dis-je. Et je le pense de toutes les fibres de mon être. Quand est le mariage? Nous pensons à l'automne prochain. Sarah veut terminer l'année scolaire, et je veux m'assurer que nous planifions quelque chose de vraiment spécial. Tu nous aideras. Vais-je les aider à planifier leur mariage? Vais-je faire partie de ce nouveau chapitre, de cette expansion de notre petite famille en quelque chose de plus grand, de plus riche et de plus complet? J'adorerais, dis-je. Et en raccrochant le téléphone, je réalise que c'est à ça que ressemble le bonheur. Pas la joie dramatique et écrasante des films et des romans d'amour, mais la satisfaction calme et profonde de savoir que toutes les personnes que vous aimez sont exactement là où elles doivent être. Il y a 25 ans, une jeune femme a laissé son bébé sur mon seuil et est partie, pensant qu'elle se débarrassait d'un fardeau qu'elle ne pouvait pas gérer. Ce qu'elle m'a réellement donné, c'est le plus grand cadeau de ma vie. La chance d'aimer quelqu'un complètement, de compter absolument pour quelqu'un, de construire quelque chose de durable, de beau et de vrai. J'ai tenu ma promesse à ce bébé abandonné. Je l'ai élevé avec amour, dévouement et sacrifice. Et je l'ai protégé de la connaissance de la facilité avec laquelle il aurait pu être jeté. Maintenant, il me protège en retour. S'assurant que je suis à l'aise et en sécurité, m'incluant dans ses projets pour l'avenir, me traitant non pas comme un fardeau de son passé, mais comme le fondement de tout ce qui est bon dans sa vie. Certaines histoires se terminent par une vengeance. D'autres se terminent par la justice. Mais les meilleures histoires, celles qui comptent le plus, se terminent avec l'amour qui l'emporte sur l'abandon, l'engagement qui triomphe de la trahison, et les familles qui se choisissent s'avérant plus fortes que les familles qui sont simplement nées. C'est notre histoire d'amour, celle de Marcus et la mienne, et elle est loin d'être terminée. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous.